Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle grande conférence des prix d'excellence de l'Université du Québec, une conférence qui va se dérouler sous la forme d'une interview, d'une entrevue, d'une durée d'une quarantaine de minutes, qui va être suivie d'une période de questions que vous pourrez poser à notre invité en utilisant la fonction questions-réponses de la plateforme virtuelle. Je m'appelle Yannick Villedieu, je suis journaliste et j'ai notamment animé pendant de très nombreuses années le magazine d'actualité et de culture scientifique de Radio-Canada, Les Années-Lumière. Alors, c'est pas très étonnant que la rencontre d'aujourd'hui prenne la forme d'une interview. Alors, pour cette conférence interview, je reçois la lauréate 2021 du prix Réalisation en enseignement de l'Université du Québec. Elle s'appelle Ève Pouliot. Elle est professeure agrégée au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Madame Pouliot, bonjour. Bonjour, Monsieur Villedieu. Alors, vous êtes aussi attachée à l'unité d'enseignement en travail social de ce département. Vous enseignez le travail social à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, depuis 16 ans, c'est vrai? Oui, depuis 2006. Même, je dirais, Depuis, 17 ans parce que j'ai fait 1 an comme chargée de cours, avant. on appelle ça de la fidélité à une institution, hein? Je pense qu'on peut dire ça. Avant de commencer l'interview comme telle, Madame Pouliot, si vous voulez, je propose de regarder et d'écouter une courte vidéo dans laquelle vous vous présentez vous-même. Moi, je suis professeure en travail social depuis 2006 à l'Université du Québec à Chicoutimi. La réalisation, en fait, qui a remporté le prix, elle s'inscrivait au départ dans un programme court destiné aux étudiants des Premières Nations. C'était un programme court en relation d'aide et on devait faire en sorte que les cours que je donnais en présence se donnent en formation à distance parce que c'est des étudiants qui souhaitaient acquérir des connaissances, des compétences pour intervenir dans leur communauté, mais sans quitter cette communauté-là. Donc, il y avait plusieurs, évidemment, défis là, à relever pour y arriver. Et ça a donné vraiment des belles retombées, ce projet-là. Je me suis rendu compte que ça suscitait la motivation des étudiants, leur persévérance scolaire. Et j'ai pris ce concept-là, le concept infopédagogique, et je l'ai amené dans mes enseignements sur le campus de Chicoutimi. Ce qui me rend le plus fière, c'est la réussite des étudiants, d'avoir réussi en fait à les motiver, à faire en sorte de contribuer à la graduation d'étudiants en travail social, d'étudiants plus spécifiquement issus des communautés autochtones. On sait que les besoins sont criants. Donc, cette formule-là a permis de rejoindre des territoires qui sont plus difficiles à rejoindre, donc rejoindre des étudiants qui sont hors du campus de Chicoutimi. Et ça a permis à une relève, dans le fond, au sein de ces communautés-là pour faire face à différents problèmes sociaux qui sont présents. Superbe donc. Donc, F. Pouliot, un programme court en relation d'aide, un programme destiné aux étudiants des Premières Nations. On va y venir dans quelques instants, mais je voudrais commencer par parler du prix lui-même. Un prix, bon, on sait, ça fait toujours plaisir, hein, ça vous a fait plaisir, j'imagine, Oui, bien sûr. vraiment. Je m'y attendais pas du tout. Et oui, et ce prix de l'Université du Québec, pour vous, ça représente quoi? Ça représente beaucoup? Oui, ça représente énormément, parce que, ben, comme professeur, dans une institution, universitaire, ben, on est, engagé dans le fond sur la base de nos connaissances, de notre expertise en recherche et je trouve que l'enseignement est peu valorisé malheureusement. Donc on se sent valorisé dans notre salle de classe, mais au-delà de ça, au niveau institutionnel, c'est moins le cas. Donc pour moi, c'était comme une reconnaissance de mes, 16-17 années, d'enseignement universitaire. Que l'université, c'est pas juste de la recherche, c'est aussi de l'enseignement et que les Oui. professeurs doivent professer au fond, c'est ça? Oui, tout à fait. On est là, en fait, pour enseigner, d'abord et avant tout. Évidemment aussi faire de la recherche, mais l'enseignement, c'est vraiment un volet fondamental d'une tâche professorale. Et on va voir d'ailleurs pendant toute l'entrevue que vous attachez beaucoup d'importance au succès de vos étudiants, on va y revenir. C'est un prix du réseau de l'Université du Québec. Est-ce que ça vous rattache à la grande famille de l'Université du Québec?
Oui, mais je sens déjà un grand lien d'attachement avec le réseau des UQ par différentes implications que j'ai eues là, au niveau de la pédagogie universitaire notamment. Donc, mais effectivement, ça renforce ce lien-là de grande famille. C'est ça, et ça met donc en valeur l'importance de la pédagogie. Et la pédagogie, ça a été un peu bousculé hein, avec le confinement causé par la Covid. Et les professeurs ont dû, comme dit la formule souvent entendue, se réinventer, c'est ça? Oui, mais j'étais aux premières loges, moi, à l'UQAC, parce que j'étais responsable du comité institutionnel de pédagogie universitaire. Donc, j'ai pu voir à quel point ça a été confrontant pour bon nombre de mes collègues qui ont dû se réinventer, là, comme vous le dites si bien. C'est-à-dire qu'on a Oui, amené les gens à se questionner sur leur pratique pédagogique, ce qui était peut-être moins un réflexe auparavant. Oui. Donc là, oui, on devait exactement. Donc, faire autrement. C'était inévitable. On ne pouvait pas aller dans notre classe faire du magistral pendant 3 heures. C'était plus possible. oui, oui, Donc, on devait ça a un peu nécessairement poussé. trouver des alternatives. Ça a un peu bousculé le monde. Et je voudrais aussi qu'on parle un peu de vous aussi avant d'aller plus loin dans l'entrevue, de votre parcours. Donc, vous enseignez le travail social à l'UQAC depuis 16-17 ans, vous l'avez dit. Euh, pourquoi vous avez choisi le travail social? Mais en fait, je ne l'ai pas choisi d'emblée, puis c'est assez étonnant parce que mon père est technicien en travail social, mais ça m'a pris du temps. J'ai fait un long détour. Donc, j'ai fait mes études de premier cycle en droit et en criminologie pour ensuite me diriger vers le travail social pour la maîtrise et finalement le doctorat. Donc, c'est un peu les hasards de la vie qui m'ont amené là, mais dès que j'ai commencé mes études en travail social, je me suis sentie chez moi. Oui, chez moi et chez votre père, parce qu'il y avait, il y Oui. avait des antécédents familiaux, comme on dit dans le domaine. Et puis vous diriez, le travail social pour vous, c'est devenu une vocation, avoir un impact sur sa communauté, régler les problèmes auxquels sont confrontés les gens, c'est ça? Oui, puis nos étudiants en ce moment, ils sont très, très sollicités. Dans le contexte de la pandémie, je pense, a exacerbé beaucoup d'inégalités sociales et ça fait en sorte que ce sont des acteurs centraux dans la société. Ça a toujours été le cas, mais je pense qu'on les voit davantage, on souhaite les voir davantage aussi. Ils sont très, très interpellés là, par les différents organismes. Oui. Et dans la Covid, donc tout le monde du travail social, vous pensez, a été vraiment beaucoup plus sollicité et a été beaucoup plus utile, au fond, à la société? Mais je pense qu'on a toujours été très utiles comme travailleurs sociaux, qu'on a toujours été très présents, mais parfois un peu dans l'ombre comparativement à d'autres corps de métier. Donc, peut-être qu'on rayonnait moins. Je pense que la pandémie a peut-être été une occasion de rayonner un peu plus. On voit davantage de travailleurs sociaux et c'est important, je crois. Oui, oui, effectivement. Et on a vu tous les problèmes, effectivement, psychologiques, psychosociaux, qui se sont révélés hein, pendant cet immense confinement auquel personne n'était préparé. Vous avez dit que vous avez fait des études d'abord en droit et ensuite travail social, puis doctorat en travail social. En travail social, vous avez fait vos études où exactement? Mon bac à l'Université de Sherbrooke. Ensuite, je suis allée en criminaux à l'Université de Montréal pour après aller à l'Université Laval pour mes études graduées. Donc, j'ai fait plusieurs universités. Ça me permet de Vous, dire que vous avez, l'Université du Québec à Chicoutimi, c'est celle que j'ai choisie. Vous avez tranquillement migré vers le nord, hein, Sherbrooke, Montréal, Laval. Et alors justement, pourquoi l'UQAC maintenant? Pourquoi avoir choisi l'Université du Québec à Chicoutimi? Ben, en fait, je souhaitais travailler au sein d'une université plus en milieu naturel, donc le plein air, le grand espace, ça, c'était quelque chose d'important. Je ne suis pas vraiment une personne très urbaine, donc j'avais cette idée-là d'être dans une communauté où on a plus de temps avec la nature. Je voulais élever ma famille dans des espaces qui soient assez grands et tout. Donc, c'était avec cette préoccupation-là, j'avais ciblé quelques universités et ma meilleure amie a eu un poste en travail social une année avant moi. Donc, ça m'a beaucoup motivée aussi à venir m'installer dans la région. Puis, je pense que quand on vient après, on ne peut plus repartir. C'est vraiment une belle région. Vous dites que vous n'êtes pas très urbaine et que vous avez choisi Chicoutimi pour ça. Est-ce que l'Université du Québec à Chicoutimi, est-ce que vous voulez dire que Chicoutimi, c'est la campagne?
Non, absolument pas, mais tu sais, je n'ai pas particulièrement apprécié, moi, être étudiante à l'Université de Montréal. Donc, je ne me serais pas, je pense, sentie Mhm. vraiment bien sur un grand campus comme ça. Moi, j'aime beaucoup la proximité avec les étudiants et ça, à l'UQAC, mais c'est vraiment à l'honneur. Donc, pour moi, avoir un lien avec mes étudiants, les reconnaître, les connaître, c'est primordial. Et dans un amphithéâtre Alors, on de va maintenant. 250 étudiants, c'est pas possible. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va maintenant en venir à ce programme pour lequel vous avez reçu ce prix, le prix de réalisation en enseignement, un programme destiné aux Premières Nations. Alors, pour nous situer un peu, le contenu de ce programme, les objectifs, les besoins, situer un peu ce programme-là. Oui. En fait, c'était au départ un programme court en relation d'aide qui devait être mis en place pour répondre aux besoins de différentes communautés qui étaient réparties géographiquement là, au Québec. Donc, il y avait des gens à Schefferville, sur la Côte-Nord, dans la Naudière, au lac Saint-Jean, donc un peu partout. Et ces communautés-là souhaitaient former des intervenants sociaux, donc pour répondre aux besoins qui étaient quand même criants là, chez elles. Donc, elles ont interpellé le Centre des Premières Nations Nikenté qu'on a ici à l'UQAC. Et il y a des tentatives infructueuses qui ont été faites là, au départ, donc par visioconférence, où on a essayé de faire un peu ce qu'on fait en classe, puis d'apporter ça en ligne. Et on s'est rendu compte assez rapidement que ça ne fonctionnait pas comme modalité. Donc, les étudiants décrochaient rapidement de nos activités. À ce moment-là, moi, je n'étais pas Mhm. impliquée dans le projet et c'est à ce moment-là j'ai été sollicitée avec ma collègue Joanne Rochelot, qui est designer pédagogique, pour participer au projet pilote, dans le fond, qui allait euh, permettre de développer là, le programme court qui incluait 5 cours, en fait, dont 2 en travail social, qui étaient des cours que moi, j'enseignais déjà sur le campus de Chicoutimi. Mhm. Et donc, je comprends que c'était une demande hein, qui venait des Premières Nations dirigée vers l'Université du Québec à Chicoutimi. Faites quelque chose pour nous. Oui, tout à fait, exactement, parce qu'ils ressentaient des besoins. Puis c'était les étudiantes, en fait, qu'on a eues, ce sont des étudiantes qui souhaitaient être formées, mais sans quitter leur communauté. Donc, elles avaient le désir d'être formées dans leur communauté pour y rester par la suite, puis pour redonner à leur communauté. Donc, ça, c'était quelque chose de très important pour elles. C'est une contrainte pour vous aussi, on va le voir dans quelques secondes, parce que si vous avez reçu ce prix de l'UQ pour réalisation en enseignement, c'est parce que ce cours à distance n'est pas tout à fait un cours à distance comme les autres, il se fait avec une approche pédagogique non conventionnelle qui s'appelle, que vous définiriez comment en 30 ou 40 secondes? En fait, c'est le concept infopédagogique qui a été développé par ma collègue Joanne Rochelot dans le cadre d'une expérimentation doctorale. Il s'agit en fait d'une double scénarisation. Donc, on scénarise les contenus didactiques, mais aussi la pédagogie. Donc, tant les activités d'apprentissage que les activités d'évaluation. Et on met vraiment l'étudiant au centre de la démarche et l'étudiant est actif dans ses apprentissages comparativement à des apprentissages un peu plus traditionnels où le magistral est dominant. Donc ça, c'est la définition courte de l'infopédagogie. On va y revenir dans quelques secondes. Alors, je voudrais vous rappeler, cher public qui nous suivez en ligne, je voudrais vous rappeler que vous assistez à la grande conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec, pour laquelle je reçois aujourd'hui Ève Pouliot, qui est professeure agrégée au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC. Et je rappelle que vous pourrez lui poser vos questions. Vous pouvez d'ailleurs commencer tout de suite en utilisant la fonction questions-réponses au bas de votre écran Zoom. Et notre lauréate se fera un plaisir d'y répondre immédiatement après l'entrevue dans quelques minutes. Alors, cette approche pédagogique, Ève Pouliot, il faut bien sûr en parler pendant plus de quelques secondes, hein, j'imagine, bien sûr, parce qu'elle est en fait au cœur de votre démarche d'enseignante. Hein. C'est une approche non conventionnelle, on a dit, parce que les approches conventionnelles ne vous convenaient pas, avaient des défauts, avaient des limites? Mais je pense que dans les contenus que moi j'enseigne, c'est vraiment important non seulement de développer des savoirs, des connaissances, mais aussi des compétences. Et ça, avec des formules
seulement magistral, mais ce n'est pas possible selon moi. Donc, c'était une première contrainte là, que j'identifiais et j'avais déjà, moi, dans mes enseignements, déjà expérimenté des choses. Et quand on m'a proposé ce projet-là, j'ai sauté à pieds joints parce que j'étais contente de pouvoir déjà être épaulée par une designer pédagogique qui m'a amenée complètement ailleurs dans mes enseignements. Donc, moi, ça allait déjà bien, je trouvais, dans mes cours, mais là, elle m'a vraiment transportée ailleurs. Oui, vraiment. Et on imagine des cours à distance. Bon, ben, c'est des vidéoconférences habituelles. Puis vous l'avez dit tout à l'heure, ça marchait pas. Hein? Qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas, la vidéoconférence conventionnelle traditionnelle? Bien, assez rapidement, l'attention était plus là chez les étudiants. Puis, ils décrochaient, ils étaient plus motivés, ils n'avaient pas le goût d'en apprendre davantage. Donc, ça ne permettait pas de favoriser leur persévérance là, dans leurs études. Donc, c'est un peu ce qui était constaté. Ouais. C'est parce que effectivement, ces vidéoconférences-là, au fond, c'est des cours magistraux, mais à distance sur un écran, au fond, c'est ça le problème. Alors donc, vous avez adopté cette approche de infopédagogie. Là, il faut que vous m'expliquiez exactement ce que c'est que l'infopédagogie, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait en infopédagogie, qu'est-ce que ça mange en hiver. Bref, expliquez-moi l'infopédagogie. Je peux vous expliquer un peu comment nous, dans le cadre du cours, on l'a mobilisé, mais ça vient de Joanne Rochelot, comme je mentionnais, là, sa thèse de doctorat. Comment on l'a mobilisé, en fait, à travers différentes approches. Donc, d'abord, l'approche du récit. En fait, à chaque cours, les étudiants se familiarisent avec un personnage. Donc, il y a une étude de cas. Et plusieurs de ces personnages-là sont des personnages qui ont réellement existé, parfois qui ont été bien médiatisés. Donc, tout de suite, ça touche une corde sensible, ça pique la curiosité des étudiants. Ces personnages-là étaient dessinés, mais aussi mis en scène dans un milieu de vie fictif qui est une métaphore, en fait, qu'on a appelé l'avenue des pulsions. Donc, à chaque cours, les étudiants rencontrent un nouveau personnage et on voit la matière à travers la situation de ce personnage-là. Et les étudiants ont pour mandat, en fait, de trouver des solutions aux difficultés qui sont vécues par le personnage. Donc, c'est un peu la trame générale. Puis, il y a des liens, en fait, entre les différentes histoires, c'est-à-dire qu'il faut voir un peu ça comme un scénario de télésérie. Donc, à chaque cours, bien, il y a des liens qui se tissent avec les cours précédents, les personnages précédents dans cet univers fictif-là. Donc, ça vient vraiment plus capter l'attention des étudiants et ça les amène à vouloir en savoir davantage et ça donne une dimension beaucoup plus signifiante, en fait, à leurs apprentissages parce qu'ils voient tout de suite la dimension concrète de à quoi ça va me servir plus tard, là, comme travailleur social, de savoir ça, d'avoir ces connaissances-là. Mais donnez-moi, bon, c'est compliqué pour que vous fassiez des scénarios, presque des petits films pour chaque cours. Donnez-moi une idée là, des personnages, du genre de personnages ou des personnages que vous utilisez dans ces cours-là. Oui, bien, je peux vous donner par exemple le personnage de Paul Bernardo en exemple. En fait, moi, Oui, depuis plusieurs années, j'enseignais le cours de déviance sociale et dépendance, qui est un cours dans lequel on doit introduire les étudiants à différentes théories explicatives de la déviance et de la délinquance. Donc, c'était un contenu un peu moins attirant pour eux. Ils trouvaient ça fastidieux, théorique, beaucoup. Donc, avec le cas de Paul Bernardo, mais je commence le cours en présentant le cas. Donc, ça, ils font en asynchrone, en fait. Ils font chez eux. Donc, ils prennent un connaissance. petit rappel, Oui. un petit rappel, Fouliot, du cas Paul Bernardo, justement, oui. Oui, bien, Paul Alors, Bernardo, qui c'était est quoi un violeur en série. Donc, il a violé 43 femmes. Il a fait aussi 3 meurtres. Donc, c'est un cas qui a été très médiatisé avec l'histoire de Karla Homolka aussi, qui était sa conjointe à l'époque. Donc, on part de cet homme-là qui semblait avoir tout pour lui, une belle maison, une belle femme, un métier de comptable. Donc, la vie semblait lui sourire. Et malgré tout, mais il a commis les actes qu'on connaît aujourd'hui et qui sont dénoncés. Donc,
on commence le cours avec ça en disant aux étudiants, bien, qu'est-ce qui peut bien avoir amené cet homme qui semblait tout avoir à commettre des actions aussi terribles? Et là, bien, les questionnements commencent et on accroche les théories explicatives, en fait, à ce personnage-là et on essaie de les comprendre à travers le personnage et les actions qu'il a posées. C'est ça. Donc, vous prenez ce cas-là, vous racontez l'histoire, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'inventer grand-chose parce que l'histoire est assez chargée. Oui. Et à partir de ça, les étudiants regardent. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce cas précis-là? Ils regardent l'histoire de Paul Bernardo, qui a tué et qui a fait toutes ces horreurs. Et qu'est-ce qui Oui. se passe à partir de ce moment-là pour les étudiants? En fait, ce qui est important de contextualiser, c'est qu'il y a la démarche qui a été faite en premier là, avec le Centre des Premières Nations. Mais moi, j'avais tout ce matériel-là qui avait été développé en ligne et je me suis dit, ben, je ne peux pas laisser ça mourir, il faut que j'utilise dans mes enseignements en classe. Et c'est là que j'ai développé, dans le fond, le modèle hybride qui a gagné le prix. Et j'ai alterné, dans le fond, des cours en classe et des cours en ligne. Donc, par exemple, dans le cas de Paul Bernardo, les étudiants se familiarisent avec le cas, avec l'histoire de cas, ils ont accès à l'histoire de cas et ils ont des vidéos à regarder qui leur permettent, dans le fond, de se familiariser avec la matière. Donc, ils vont voir les différentes théories explicatives qui peuvent permettre d'expliquer des comportements délinquants ou déviants. Et par la suite, lorsqu'ils reviennent en classe la séance suivante, mais on fait un retour, dans le fond, sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris, donc ce qu'on appelle la classe inversée. Et on a beaucoup plus de temps disponible, en fait, pour réfléchir ensemble, faire de la co-construction des apprentissages. Donc, je les mets en équipe, ils doivent réfléchir ensemble, essayer de trouver une solution à la difficulté qui peut être vécue par le personnage. Dans ce cas-ci, ce n'est pas tellement ça, on est plus dans essayer de comprendre les gestes qu'il a posés à travers différentes théories qui ont été expliquées. Puis, on revient. Donc, on est davantage dans l'action, moins dans la théorie, dans la transmission traditionnelle de connaissances. C'est un peu le Donc, format qui est on commence par utilisé. la pratique. C'est la pratique et ensuite la théorie, au fond. Et c'est pour ça que c'est plus facile pour les étudiants de suivre le cours. Mais en fait, en mode asynchrone, ils font le volet de développer leurs connaissances. Donc, ils se familiarisent avec le thème plutôt que d'arriver en classe et que je leur parle pendant plusieurs heures de contenu théorique. Mais ils le font seuls, de façon autonome, au moment qui leur convient aussi dans la semaine. Et lorsqu'ils arrivent en classe, mais ils ont déjà des questions, ils sont déjà préoccupés par la mise en situation, ils veulent avoir des réponses, ils veulent mieux comprendre, donc ils sont mieux disposés, dans le fond, à faire des apprentissages. Et là, on tombe davantage dans le concret, on expérimente, on réfléchit, on travaille en équipe. Alors donc, on voit l'importance de ces fameux personnages. Vous venez de Oui. parler d'un personnage qui a existé, qui existe encore d'ailleurs, mais il y a aussi, vous en inventez aussi. Donnez-moi deux ou trois exemples de personnages que vous inventez quand vous faites vos préparations pour le cours. Donnez-moi quelques exemples. Souvent, on s'inspire de cas réels qu'on réinvente un peu pour les besoins du cours. Donc, par exemple, on a un personnage qui s'appelle Lise Burton, en fait, qui est fortement inspiré d'Elizabeth Taylor. Donc, ce personnage-là a des problèmes de dépendance. On se base Oui. beaucoup sur l'histoire d'Elizabeth Taylor, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, il y a des choses qui sont différentes. Et le visuel du personnage, lui, ressemble aussi beaucoup. Donc, on essaie de se Mhm. baser quand Et, même sur des choses existantes qu'on modifie. On fait des amalgames en différentes histoires pour que ça permette de bien servir les objectifs du cours. et les objectifs du cours, c'est de parcourir, j'imagine, toutes sortes de situations auquel un travailleur social peut être confronté dans l'exercice de son travail, de son métier. Dans ce cours-là, spécifiquement, c'est vraiment de se familiariser avec les phénomènes de déviance, de délinquance et de dépendance, puis de développer des compétences pour intervenir en lien avec ces réalités, ces phénomènes-là. Alors donc ça, c'est l'approche pédagogique, donc l'infopédagogie. Est-ce que c'est une pédagogie, je voudrais poser la question, qui donne des résultats probants?
Ben, selon moi, oui. Oui, ben, je trouve que oui. En fait, ben, ça a permis d'abord et avant tout à ces étudiantes autochtones-là que les façons plus traditionnelles ne rejoignaient pas, ben, de terminer un programme court en relation d'aide. Donc, au total, dans les différents programmes courts dans lesquels j'ai enseigné, j'estime que c'est à peu près une quarantaine d'étudiantes autochtones qui ont été formées pour intervenir dans leur communauté. Donc, déjà, ce n'est pas rien. Mais je me suis rendu compte, parce qu'au départ, on avait développé ça pour les étudiants des Premières Nations, mais je me suis rendu compte en amenant ça dans mes groupes à Chicoutimi que ça allait bien au-delà de ces étudiantes-là, que ça permettait aussi de Mhm. favoriser les apprentissages d'une diversité d'apprenants. Donc, par exemple, des étudiants qui peuvent être en situation de handicap, des étudiants qui peuvent avoir de la difficulté à concilier à la fois leur vie professionnelle, leurs études, leur vie familiale, parce que le volet asynchrone permet plus de Mhm. souplesse. Donc, je me suis rendu compte, en Mhm. fait, que ça rejoignait un plus grand éventail d'étudiants, cette formule-là, donc que c'était gagnant. Donc, c'est une approche que vous utilisez dans d'autres cadres que celui du programme des Premières Nations. On va y revenir dans quelques instants. Et je rappelle au cher public que vous assistez à la grande conférence des lauréats des prix d'excellence 2021 de l'Université du Québec. Mon invitée aujourd'hui, elle s'appelle Ève Pouliot, elle est professeure agrégée au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, et elle a reçu le prix réalisation en enseignement et vous pourrez lui poser des questions à la fin de cette interview, les questions en cliquant, en écrivant vos questions sur la fonction questions-réponses de votre écran Zoom, le Zoom auquel nous sommes tous habitués depuis la pandémie, n'est-ce pas? Nous sommes tous zoomifiés, hein, Madame Pouliot, depuis la pandémie. Oui, j'ai une collègue qui appelle ça, on est zombie. Oui, c'est une très bonne idée. Oui. Alors, vous l'avez développé donc dans cette approche pédagogique dans le cadre des programmes destinés aux étudiants et étudiantes des Premières Nations, mais vous l'avez utilisé, vous l'avez dit aussi, avec les étudiants des programmes réguliers de l'Université du Québec à Chicoutimi, des programmes réguliers en travail social. Donc, c'est toujours la même formule hybride, synchrone, asynchrone. Il faut peut-être un peu expliquer pratico-pratique comment ça se place, comment ça se déroule un cours comme ça. Oui, bien, peut-être ce qui est différent, c'est que à la base, bien, c'était complètement un cours en ligne. Donc, il y avait effectivement des périodes qui étaient synchrones où on devait rencontrer les étudiantes qui étaient dans différentes communautés, mais c'était plus difficile étant donné que la bande passante n'était pas la même partout. Donc, il y a des étudiantes qui avaient de la difficulté à se connecter. Donc, on avait des petites ratées sur le plan technologique. En ramenant ça en classe, puis en alternant des cours en classe et des cours en ligne, mais ça permet beaucoup plus de créer le contact avec les étudiants, d'être plus en proximité là, avec eux lorsqu'on a des séances en classe. Donc, le contenu plus théorique, généralement, va être vu par l'étudiant en mode asynchrone, donc en ligne au moment où ça lui convient dans la semaine. Et quand on vient en classe, comme je le mentionnais, mais on est plus centré sur la pratique, sur l'appropriation du cas, sur la co-construction des apprentissages. Et ce cours-là, dans le fond, le premier cours, là, parce que j'en ai développé un autre par la suite, ce premier cours-là se développe, dans le fond, en trois grands blocs. Donc, un premier bloc plus centré sur la déviance, où on va vraiment comprendre qu'est-ce que la déviance, c'est la transgression d'une norme sociale. Il y a une stigmatisation d'associer à ça. Donc, ça, on le voit, par exemple, avec un cas qui est Piccolo, qui est un cas aussi réel. Ensuite, on tombe dans le volet qui est plus au niveau de la délinquance et finalement dans les problématiques de dépendance. Et à travers toutes ces situations-là, on se rend compte qu'il y a comme une toile qui se tisse, c'est-à-dire que au fur et à mesure des cours, on va faire intervenir plusieurs personnages dans un même cours. Par exemple, lorsque j'aborde la question des agresseurs sexuels, on a déjà rencontré, fait la connaissance de plusieurs personnages qui nous amènent à mieux comprendre cette problématique-là. Les étudiants peuvent comprendre qu'en fait, il y a plusieurs besoins auxquels ces personnes-là peuvent tenter de répondre par le biais de leur comportement délictueux.
Donc, ça vient vraiment enrichir les contenus. Je dirais que ça vient piquer leur curiosité, qu'ils ont envie d'en apprendre davantage et c'est une opportunité, en fait, pour faire le lien avec les connaissances théoriques et les amener à se les approprier plus facilement. C'est comme si, au fond, ils faisaient presque un stage en service social avec presque des vrais cas, au fond, ou des cas analogues à ceux qu'ils vont rencontrer quand ils vont effectivement faire du travail social, au fond. Oui, souvent, c'est ce qu'ils me disent à la fin de la session. Ils ont l'impression que c'était quelque chose de plus concret. Puis ce cours-là, à la base, c'est un cours qui est quand même très théorique, là, qui est à cheval sur des notions en travail social, oui, mais aussi en sociologie, en droit, en criminologie. Donc, qui peut être un peu aride là, sur le plan théorique et conceptuel. Donc, le fait de l'amener comme ça par le biais d'histoire, ça suscite leur intérêt. Et souvent, moi, ce que je constate à la mi-session, ben, on fait une pause d'une semaine et j'ai toujours quelques étudiants qui vont m'écrire et qui vont me dire est-ce que tu mettrais déjà la suite parce qu'on a hâte de voir ce qui va se passer dans ton cours. Donc, on voudrait voir le prochain personnage, comment ça va se poursuivre, en fait, là, ce scénario-là. Où ils ont vraiment hâte, au fond, de retourner à l'école, de suivre les cours. Bon, on sait que les professeurs sont toujours évalués par leurs étudiants. Est-ce que vous avez des bonnes notes de vos étudiants? Oui, oui, j'ai des bonnes notes. Oui, puis je dirais bien qu'au-delà de l'évaluation formelle qui est faite à la fin de chacun des cours, Ben oui, qui oui. est chiffré, donc effectivement, ça va bien, mais j'ai beaucoup de commentaires qualitatifs de la part des étudiants là, qui témoignent de leur appréciation des cours que je dispense, mais aussi je le sens dans mes cours, en fait. Les étudiants participent beaucoup. Des fois, je discute avec des collègues qui me disent, ben, j'ai de la misère à ce que les étudiants répondent aux questions que je lance, mais moi, souvent, à un moment donné, je dois mettre une limite dans les interventions. Je dois dire, ben, je prends une dernière intervention, puis après, on continue. Parce que, Donc, ça suscite quand même un intérêt, un oui, engouement par rapport aux notions qui sont enseignées. Oui. et effectivement, ça a un impact pédagogique important et ça a un impact sur la qualité de l'apprentissage, hein, j'imagine. Oui, je pense. Souvent, quand je vois des étudiants plusieurs années après, ils me parlent encore des personnages, donc ils les ont encore en tête dans leur dossier, tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vient les chercher parce qu'il y a une dimension émotive aussi. On s'attache à ces personnages-là. Ils nous font vivre des émotions. Et là, on retient plus facilement les contenus qui nous ont fait vivre ces émotions-là. Vous seriez bonne pour écrire des téléséries, ma parole, non? Peut-être dans une prochaine vie. C'est ça. Alors, une formule pédagogique avec le recours à des personnages, donc on vient bien d'expliquer, des personnages qui servent à amorcer des apprentissages. Bon, mais est-ce que cette formule-là est exportable vers d'autres disciplines que le travail social? Mais elle a déjà été exportée dans d'autres disciplines qui sont très variées. Ma collègue Joanne Rochelot pourrait vous en parler mieux que moi, mais c'est une façon d'apprendre qui a été développée pas juste aussi en enseignement universitaire, mais également au collégial notamment, et dans différents contextes. Donc, des fois, on a l'impression, ah, c'est en travail social, ça s'applique mieux, mais on peut enseigner les mathématiques aussi avec une Les formule comme celle. mathématiques, la Oui, physique nucléaire, les mathématiques, mais il y a pas de Paul Bernardo à mettre en scène en mathématiques quand même. Donc c'est mais plus difficile, j'imagine? on verrait d'autres notions à partir de ces personnages-là, mais juste pour vous dire, dans le Oui. programme court, en fait, qui a été développé, les mêmes personnages ont servi à différents contenus. Donc, il y avait des contenus en éthique, il y avait des contenus en psychologie. Donc, pas tous, mais certains personnages ont été intégrés dans différents cours qui abordaient, qui prenaient le personnage. En fait, le personnage, c'est un prétexte, c'est un instrument qui nous permet de développer des connaissances. C'est un outil Mmh. d'apprentissage. Donc, on pouvait regarder la situation de Paul Bernardo sous un angle éthique, au niveau psychologique, au niveau du travail social. Donc, ça peut servir différents contenus. C'est vraiment un Ou instrument. ou Mais effectivement, peut-être qu'on choisirait un cas différent. mais dans un cas comme celui-ci, ça pourrait servir aussi en sciences juridiques pour, expliquer les procès, le droit et cetera, hein, oui, Tout c'est à sûr. fait. Alors, c'est une formule exportable, mais est-ce qu'elle a été exportée
chez vos collègues, chez d'autres professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi? J'ai plusieurs collègues qui me parlent de cette approche-là, qui me disent qu'ils l'ont expérimenté. C'est sûr que développer 15 personnes, ben, non, c'est plutôt 13 personnages sur 13 séances avec les histoires de cas, monter le contenu parce qu'il y a beaucoup de jeux aussi dont je n'ai pas parlé, mais pour s'approprier, par exemple, le langage. Au départ, on l'avait fait pour les étudiants des Premières Nations parce que la terminologie pouvait être complexe, mais on a fait plusieurs jeux en ligne qui leur permettaient de s'approprier le contenu. Donc, tout ça, c'est très, très long à faire, les vidéos Oui, d'introduction. Donc, c'est beaucoup de matériel à créer. Donc, j'en ai qui m'ont dit qu'ils l'avaient intégré dans leurs enseignements, mais pas nécessairement sur 15 séances, mais qui commençaient à l'implanter. Et ce qu'on a fait aussi en travail social, à l'unité d'enseignement en travail social, c'est qu'actuellement, on mène un projet de recherche là, qui est au tout début, qui vise à utiliser l'approche du récit, donc que j'utilisais dans mes cours, mais là, dans le domaine de la recherche, donc pour mieux comprendre le parcours des étudiants des Premières Nations à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, ça fait des petits, je vous dirais, là, dans différents domaines, pas seulement en enseignement. oui, donc c'est quelque chose qui peut marcher effectivement. Et d'ailleurs, vous êtes très impliqué hein, vous avez participé au comité de pédagogie universitaire, vous participez au carrefour de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. Vous vous êtes donné un peu une mission de travailler ou d'aider vos collègues à changer la pédagogie, à améliorer la pédagogie? Moi, je dirais pas ça, ça serait un peu pompeux, Ce sera- Oui, mais je dirais que j'ai toujours eu un intérêt. Moi, ce qui m'a amené vers la carrière universitaire, c'était l'enseignement. Donc, dès le départ, j'ai toujours eu cette envie de m'améliorer, de suivre des formations. Puis, cette expérience-là m'a amené à découvrir autre chose. Et je pense qu'après, ce que j'ai eu envie de dire à mes collègues, c'est même si on a une expertise dans un domaine, qu'on a des façons de faire en enseignement, c'est vraiment important d'en discuter, de se former, de découvrir autre chose. Il ne faut pas rester assis sur nos habitudes pédagogiques. Il faut essayer toujours d'innover, de changer des choses, de se développer. Je pense que c'est très, très important. Puis on l'a vu avec la pandémie, en fait. Il y a des personnes qui étaient plus avancées sur le plan, par exemple, numérique, technologique, tout ça, qui avaient déjà expérimenté des outils qui ont été très utiles pendant cette période-là. Donc, je pense qu'il faut pas attendre, il ne faut pas prendre du retard dans ces domaines-là. Il faut être à l'affût, comme on l'est dans le domaine de la recherche, mais il faut faire la même chose au niveau pédagogique. Il faut essayer de développer des connaissances, des compétences. Je pense que c'est le message que j'essaie de porter. Puis j'aimerais qu'on reconnaisse davantage l'enseignement en contexte universitaire. Je pense que ça, je le porte depuis plusieurs années, cette préoccupation-là à l'effet que ce soit quelque chose de reconnu, l'enseignement en contexte universitaire. et le prix montre que vous avez reçu, que vous recevez, montre que effectivement, il y a on doit accorder une importance très grande. Alors, vous parlez de la situation causée par le confinement. Ça s'est passé quoi pendant presque un an? Vous étiez tous à donner des cours en ligne, à peu près ça? Ou oui? Oui, ça a été quand même une longue période d'enseignement en ligne. Puis, en fait, c'est depuis l'automne là, qu'il y a vraiment un retour en présentiel qui était souhaité, nous, à l'UQAC. Mais il y a quand même des enseignements qui continuent de se faire en ligne. Moi, je continue ma méthode. En fait, moi, j'étais déjà en enseignement hybride. Donc, j'étais contente de revenir en classe, d'avoir un contact différent avec les étudiants. Euh, de mieux les connaître parce qu'il y a des périodes de pause aussi ou des périodes un peu plus informelles qui sont Ben parfois oui. plus difficiles à recréer en enseignement en ligne. Mhm. Donc, il y a un peu de tout, je vous dirais, en ce moment. Puis, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas une façon d'enseigner, il y en a plusieurs. Donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait ces différentes modalités-là qui soient présentes, puis en fonction des contenus, mais le professeur est toujours à même de déterminer quelle est la meilleure stratégie pédagogique ou la meilleure formule à appliquer.
Et quand vous regardez maintenant l'expérience qu'on a en ayant traversé, on n'a pas fini de traverser la Covid, mais enfin, on commence peut-être à voir la célèbre lumière au bout du tunnel. Est-ce que votre évaluation de ce que ça a eu comme impact sur les professeurs, sur l'enseignement dans l'Université du Québec à Chicoutimi, mais dans les universités en général, comment vous percevez ce qui s'est passé au fond? Est-ce que ça a apporté cette expérience tout à fait particulière? Mais ça a apporté des choses qui sont difficiles aussi, là. D'ailleurs, je suis co-chercheur sur un projet où on documente, dans le fond, le vécu de la communauté universitaire dans le réseau des UQ, donc tant les étudiants que les employés. Donc, on le sait, là, c'est documenté que ça a engendré de la détresse psychologique, des difficultés au niveau de la conciliation travail-famille, mais au-delà de ces difficultés-là, et de la transition vers le numérique qui a pu être pénible pour plusieurs et entraîner aussi notamment des retraites anticipées. Je pense qu'il y a un avant et un après la pandémie et que ce qui se dessine est quand même positif parce que je pense qu'il y a eu une prise de conscience à l'effet que la pédagogie, c'est quelque chose d'important. C'est une chose à laquelle on doit s'attarder. Ça l'a mis en lumière aussi des initiatives qui étaient faites par différents collègues. Donc, moi, je l'ai vraiment vécu à l'UQAC, en fait. Quand j'étais responsable du comité de pédagogie universitaire, on a fait des midis pédagogiques où on invitait les collègues à parler de leurs approches pédagogiques et on s'est rendu compte que c'est un sujet qu'on aborde moins spontanément et ces activités-là ont été très populaires. C'est-à-dire que les gens ont commencé à s'intéresser un peu plus aux aspects pédagogiques parce que, par la force des choses, ils en avaient besoin davantage. Et j'espère que cette culture-là va rester dans les universités et qu'on va l'alimenter parce que c'est pas juste le bon vouloir du professeur, mais il y a certaines choses sur le plan institutionnel qui peuvent permettre de valoriser l'enseignement. Donc, ça, c'est important qu'on continue de le faire, qu'on donne les moyens aux On, professeurs. on est encore, comme j'ai dit, on est encore dans l'expérience de la Covid, bien sûr, mais à chaud comme ça, est-ce que vous voyez quand même vous parliez des résultats, il y a des changements, il y a avant, après la Covid. Qu'est-ce que vous voyez comme grands changements, comme changements les plus significatifs dans l'enseignement universitaire qui seraient, je dirais, grâce à cette expérience de la Covid? L'intégration des technologies numériques, là, ça c'est clair. Il y a beaucoup de collègues qui n'avaient jamais utilisé des plateformes comme Zoom auparavant. On avait Moodle à l'université, mais ce n'est pas tout le monde qui l'utilisait non plus. Donc là, maintenant, ça explose. Moodle, c'est quoi? C'est quoi Moodle en deux mots? C'est une plateforme sur laquelle on peut verser du contenu, en fait, puis on peut créer des jeux. Il y a plusieurs fonctions, si on veut, là, qui peuvent être ajoutées, des forums de discussion, tout ça, par rapport à un cours. Donc, c'est un outil qui est intéressant, mais qui était beaucoup moins utilisé. Mais maintenant, ça explose. On a même des problèmes de données, de stockage de données, parce que c'est très, très utilisé. Donc, je pense que ça a explosé. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des préoccupations qui ont émergé parce qu'on s'est rendu compte rapidement en ligne que d'enseigner 3 heures de façon magistrale devant un écran, c'était plate pour soi, c'était aussi assez plate pour les étudiants, mais en classe aussi, c'est pas très stimulant d'avoir quelqu'un qui parle pendant 3 heures. Donc, je pense que ça l'a amené à un questionnement sur les pratiques pédagogiques. J'espère qu'il va rester puis qu'il va être alimenté, mais je pense que les collègues, dans le fond, ne voient plus les périodes de 3 heures de la même façon, vont avoir davantage tendance à la découper pour rendre les étudiants plus actifs, en fait, dans leurs apprentissages. Donc, ça a amené un renouveau, je pense, une nouvelle façon de voir la pédagogie universitaire. Donc le magistral sera un petit peu moins magistral qu'avant. Ben, dans certains cas, je pense qu'il va demeurer pour certains, mais je crois que Oui. plusieurs ont ajouté des outils ou des façons de faire, des formules qui ne viennent pas complètement remplacer le magistral, mais qui le complètent. Et ça a l'air de vous faire un grand plaisir, en tout cas. Oui. Oui, ça me fait très C'est- plaisir de c'est- voir ça. Moi, je trouve ça stimulant de parler de pédagogie. Puis j'ai de plus en plus d'interlocuteurs pour le faire, donc ça me ravit effectivement. Donc la vie est belle. Ben, écoutez, F. Pouliot, donc, qui avait reçu le prix
réalisation en enseignement de l'Université du Québec, de l'Université du Québec, du réseau de l'Université du Québec. On peut encore en parler pendant des heures, bien sûr, de ça, mais je pense que maintenant, on peut aller dans le public, peut-être avoir des commentaires. On avait des gens qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis en ligne. On va regarder. Je pense on a notamment, vous m'avez parlé de votre collègue Joanne Rochelot, qui, je crois, est en ligne, qui voudrait peut-être faire un commentaire, nous dire si vous avez bien présenté sa formule ou pas, ou s'il y a des choses à compléter. Est-ce qu'on a Joanne Rochelot en ligne? Elle est là, je la vois. Oui, on la voit? Madame Oui. Rochelot? Oui. Est-ce que... Voulez-vous... OK. Bon, vous avez écouté. Bonjour. Vous avez écouté votre collègue, Ève Pouliot. D'abord, est-ce qu'elle a bien présenté la chose ou est-ce qu'elle est un petit peu, elle est en dehors de l'orthodoxie de la méthode? Non, elle est excellente comme toujours. Merci, Ève. Oui, Alors, allez-y. oui, c'est ça. Alors, elle disait, Ève Pouliot, tout à l'heure, que effectivement, cette méthode-là n'est pas réservée simplement à son cours à elle. Effectivement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée un peu ou des exemples des applications de cette méthode-là à d'autres cours que ceux que donne Ève Pouliot? Oui, bien sûr. Entre autres, à l'UQAC, il y a M. Jean avec le programme court de 2e cycle en éthique qui utilise la méthode, donc le concept infopédagogique pour le programme international Québec-France. Alors, il y a ce volet-là aussi. Ensuite, il y a des entreprises, plusieurs entreprises qui ont utilisé ça aussi, mais il y a d'autres cégeps, d'autres universités qui l'utilisent. Là, présentement, je suis en train de faire un programme de collégial qui est en fait il est interordre secondaire et collégial, donc avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs et le Cégep de Saint-Laurent. On est en train de faire la qualification des préposés à l'aqueduc, donc en eau potable. Et on utilise le concept infopédagogique aussi. Alors, au lieu d'avoir une métaphore de la rue des Pulsions, bien là, on a un garage municipal, puis on parle de vannes, conduite, puis Oui. on a des personnages qui ont des troubles, puis qui ont des fuites, puis voilà, qui ont des problèmes d'eau potable. Donc, effectivement, on voit que ça peut s'appliquer, parce que tout à l'heure, je posais la question, est-ce que ça peut s'appliquer en mathématiques? Puis Ève Pouliot m'a dit, oui, ça peut s'appliquer en mathématiques. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument, c'est sûr et certain. Ça peut desservir n'importe quel contenu. En fait, ce qu'on vise, c'est le développement des compétences, mais peu importe le domaine d'études, c'est ça qu'on veut, développer les compétences chez nos étudiants en les mettant dans un contexte d'apprentissage actif où ils vont avoir du plaisir. Et effectivement, on a un téléroman. On suit un peu la forme de esprit criminel, là. Donc, c'est à peu près comme ça. C'est parfait. Je vous remercie, Mme Rochelot. On a des questions qui nous sont arrivées. Une de Jonathan Lefebvre, pardon. Ma question est au niveau de la motivation des élèves. Est-ce qu'il y a effectivement plus de motivation, une motivation différente, Ève Pouliot? Oui, moi, je sens vraiment une motivation beaucoup plus grande avec cette méthode-là. C'est-à-dire que les étudiants, ils comprennent rapidement les retombées que ça va avoir pour leur pratique. Donc, ils voient la fameuse question à savoir à quoi ça va me servir plus tard, là, mais ils le comprennent très vite en situation d'apprentissage, à comment ça va leur être utile, ces connaissances et ces compétences-là. Donc, étant donné que c'est des situations qui sont concrètes, qui sont parfois réelles, ça leur permet de développer aussi ce sentiment de compétence-là par rapport à leurs apprentissages puis leur future profession, parce que toujours un peu d'anxiété de performance chez les étudiants. Donc, moi, je le constate vraiment là, au niveau de la motivation. Et j'ai peu d'abandon dans mes cours. J'ai peu d'échecs aussi. Donc, les étudiants, même lorsque c'était tout en ligne, la formule facilitait vraiment leur progression d'un cours à l'autre. Jonathan Lefebvre demande aussi comment l'autonomie et le développement de compétences a favorisé les apprentissages chez les élèves. Est-ce que c'est effectivement ça a
fait une différence, cette autonomie, ce développement de compétences? Mais moi, je leur dis toujours aux étudiants, il y a une autonomie qui est là et il y a la flexibilité. Donc, souvent, ils aiment beaucoup la flexibilité de la formule, mais ça vient aussi avec le développement de l'autonomie. Donc, ils doivent faire leurs choses. La façon dont on favorise, dans le fond, le développement de l'autonomie dans le cadre de mes cours, c'est beaucoup de toujours avoir une séquence qui est similaire. Donc, c'est très rassurant, même visuellement sur Moodle, bien, ils arrivent sur la page, ils voient le bandeau avec le personnage, il y a toujours la vidéo d'introduction, la consigne qui explique ce qui est à faire et les dates, dans le fond, de remise là, des différents éléments. Donc, ça leur permet de se repérer très, très rapidement dans les contenus. Ça fait beaucoup au départ. Là, souvent, les étudiants sont un peu surpris quand ils arrivent dans mon cours, qui n'est pas typique. Mais au bout de 2 ou 3 séances, ils se sentent vraiment confortables et ils se sentent autonomes parce qu'ils apprennent en fait à faire un premier tri, dans le fond, des informations. Donc, j'arrive pas en classe et je ne le fais pas pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes à faire la démarche de comprendre les notions théoriques pour ensuite les discuter avec moi, puis confronter aussi leur vision des choses avec leurs collègues, ce qui facilite la co-construction des apprentissages. Donc, vérifier, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu comprends la même chose que moi? Je t'explique ce que j'ai compris. On valide ensemble. Donc, ça favorise vraiment une rétention chez les étudiants. Donc, c'est un peu comme ça qu'on favorise leur autonomie à travers les différents cours. Alors, je rappelle à toutes les personnes qui sont en ligne qu'elles peuvent poser des questions à F. Pouliot en utilisant la formule questions-réponses là en bas de votre écran Zoom. Question de Louise Bélanger. Comment est-ce que vous planifiez l'évaluation dans cette démarche pédagogique originale? Tiens, c'est intéressant ça. Comment vous évaluez, c'est ça, vos étudiants? En fait, les étudiants sont évalués en continu. Donc, à chacun des cours, ils sont évalués. C'est rassurant, ça aussi, pour eux parce qu'ils accumulent des points tout au long de la session. Et ce qu'on fait en classe ou en ligne, parce qu'ils ont des exercices aussi à faire en ligne, ça ressemble beaucoup aux questions qui vont être utilisées dans les études de cas, soit par le biais de travaux longs ou par le biais d'examens. Donc, en même temps, ils se pratiquent, en fait, à performer dans les évaluations qui vont être sommatives ou être confortables avec cette façon de répondre et tout ça. Donc, ça les sécurise beaucoup. Donc, je fais beaucoup d'évaluations tout au long de la session, tant formative que sommative, beaucoup de rétroaction aussi par rapport aux travaux qui sont remis par les étudiants pour qu'ils puissent s'ajuster, en fait, à l'évaluation des apprentissages. Et il y a une sous-question de Louise Bélanger, toujours, qui dit des groupes de quelle taille sont recommandés pour l'application de cette approche? J'adore cette Je vois que c'est une question. Bon, J'adore cette allez-y. question. Mais parce que quand on a développé le programme cours, on avait le meilleur des mondes, en fait. J'avais Joanne pour m'assister. On avait une dizaine d'étudiantes. C'est sûr que là, en ce moment, dans mes cours en classe, ça tourne plus autour de 40 étudiants. Donc, on n'est pas dans le même scénario. Donc, c'est plus difficile de faire autant de rétroactions que si j'en avais seulement 10. Mais en même temps, je maintiens quand même ce rythme-là. Mais ça fait énormément de corrections, là, je ne vous le cacherai pas. C'est beaucoup de corrections pour une session, étant donné qu'il y a de multiples activités qui sont évaluées. Alors donc, idéalement, ça serait quoi? Là, je ne dis pas le nombre d'étudiants auxquels vous êtes contraint de répondre ou d'avoir, mais ça serait quoi idéalement? Donc la réponse de la question de Louise Bélanger, idéalement. Alors moi, si je pouvais avoir des groupes de 20-25 étudiants, ce serait merveilleux. Donc ça, faut vous envoyer la question à votre directeur de département, je crois, hein, pour régler ces Je pense que problèmes-là, ça non? va même au-delà du directeur de département. Même plus haut. Mais je vous Ça va dirais plus haut. qu'on est chanceux Une à autre, l'UQAC. oui. Je vais juste me permettre de rajouter, on est chanceux à l'UQAC pour la taille des groupes comparativement à d'autres universités. Il ne faut pas perdre ça. Ça nous démarque aussi là, sur le plan provincial. Ça nous démarque des autres universités. On est proche de nos étudiants, on les connaît parce qu'on a des groupes plus restreints. Si j'ai 250 étudiants, je ne les connais pas. J'en connais très peu. Non,
et vous ne pourriez pas faire ce genre de pédagogie avec 250 personnes devant vous. En tout cas, ça Non. vous ferait des bonnes corrections, des bonnes séances de correction. J'ai une autre question d'un spectateur anonyme. Est-ce que cette approche est connue et utilisée ailleurs, à votre connaissance, en Europe, aux États-Unis? Bien, Joanne va pouvoir répondre mieux que moi là, au niveau du concept infopédagogique, mais l'approche du récit qu'on utilise beaucoup, en fait, dans le modèle, c'est une approche qui est connue dans le monde anglophone. D'ailleurs, on la connaît mieux sous le nom de storytelling que sous l'approche du récit là, en français. Donc oui, ça, c'est une approche qui est très utilisée. Je ne sais pas, Joanne, si tu veux compléter. En fait, je sais Oui, que… Joanne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. oui, oui, allez-y, allez-y. Alors, je sais qu'à l'Université de Bordeaux, ça a été utilisé. Il y a des gens de là qui m'ont écrit, puis au Maroc. Alors, mais sinon, je ne sais pas, puis je ne suis pas intervenue, alors je ne sais pas vraiment comment ça a été utilisé. Mais je peux dire qu'on a Alors, et présenté puis, l'approche dans différentes conférences un peu partout dans le monde, donc tant en Europe qu'au Moyen-Orient qu'en Amérique du Nord. Donc, ça a été diffusé en français, en anglais largement. On a aussi écrit des articles sur ça. et justement, c'était la dernière question de notre spectateur anonyme. Est-ce que vous avez écrit à ce sujet, au fond, si on veut en savoir plus, aller plus en avant, mieux connaître la pédagogie en question? Est-ce qu'il y a des écrits? Est-ce que vous pouvez recommander comme ça quelques écrits? On a écrit deux articles récemment, Joanne et moi, un dans la revue Éducation et francophonie et un autre dans la revue internationale, je ne vais pas me tromper, je crois des technologies éducatives, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc, on a écrit deux articles qui mettent bien en contexte avec des images. Donc, c'est peut-être ce qui manquait aujourd'hui. Je ne peux pas vous montrer la métaphore ou vous montrer les personnages qui sont dessinés. Ça donne une bonne idée ou de l'interface Moodle, mais dans les articles, on peut le voir. Donc, ça peut être utile. Je pourrais vous donner les liens si vous le souhaitez. Superbe. Et donc, en conclusion, rappelez-nous juste le nom des deux revues dans lesquelles ça a été publié, Ève Pouliot. Éducation et francophonie. Et l'autre, je vais vous dire, pour ne pas me tromper, j'ai ça quelque part ici. Sur votre ordinateur, Oui. évidemment. C'est la Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire. Donc, tout ça, ce sont des écrits qui peuvent facilement se trouver, j'imagine, sur sur le web ou en faisant simplement des recherches sur Google, j'imagine, bien sûr. Alors, voilà, on est déjà rendu, Ève Pouliot, à la fin de cette rencontre interview qui a été vraiment, j'ai trouvé passionnante, et passionnant de parler de pédagogie. Et on a vu comment vous allumez, on voit vos yeux s'allumer quand on parle de pédagogie. C'est formidable, c'est merveilleux. Alors donc, c'est la fin de cette 4e grande conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec. Je me suis entretenu avec la lauréate 2021 du prix réalisation en enseignement. Elle s'appelle Ève Pouliot, elle est professeure agrégée au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, et aussi attachée à l'unité d'enseignement en travail social. Merci à vous, Madame Pouliot. Merci à vous, les personnes en ligne. Merci, Madame Pouliot. C'était très, 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 très intéressant, très instructif. Merci beaucoup, Monsieur Villedieu. Merci aussi, Joanne, de ta présence. Merci à vous. Alors, donc, voilà. Et donc, c'est Yannick Villedieu qui vous parle ou qui vous parlait. Au revoir, tout le monde, et à la prochaine.